Yep. Donc, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 2 bons jours de vol camp et que tout s'est bien passé. Enfin, j'ai assisté à des confs qui étaient cool, c'était chouette, mais que vous n'êtes pas trop fatigué et que je ne vais pas trop vous ennuyer avec la conf que je risque de vous présenter. Performance et écologie, comment lier les deux? Pour la petite, la photo n'est pas contractuelle, mais j'ai lu le code de conduite de Volcamp et c'était pas marqué qu'il fallait une photo à jour. Donc voilà. Moi, je suis Romuald, je suis lead dev pour un média qui s'appelle Euronews. Donc, je m'éclate chez Euronews en matière de web perf parce qu'on a un média en 14 langues présent partout dans le monde. Donc, on s'éclate plutôt côté front, côté back, côté DevOps, enfin, sur plein de trucs. On est des petites équipes, mais on s'éclate bien sur des challenges plutôt front et back. J'ai plusieurs dadas. Le premier dada que j'ai, c'est le numérique responsable, au sens global du terme. Je donne pas mal de conférences et de formations sur le sujet, au niveau de la performance, au niveau de l'éco-conception, au niveau de l'inclusion et de l'accessibilité, parce que ça aussi c'est important, et au niveau de la qualité. Donc la qualité, tout ce qui peut être un peu déjà tout ça, plus en plus, au fait, l'éthique, parce que l'éthique rentre aussi dans le numérique responsable, ou la sécurité, parce qu'on en parle un peu jamais assez. La sécurité, c'est qualitatif et il en faudrait un peu plus. Le second dada que j'ai, c'est l'écologie, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Donc mon but, c'était de lier les deux. Donc on va en parler juste maintenant. Bref, avant tout, il faut que je vous fasse un petit état des lieux du numérique. Déjà, qu'est-ce que le numérique? En fait, le numérique a une définition qui est plutôt assez complexe. C'est que le numérique, c'est un service numérique. C'est constitué d'un ensemble de logiciels, de matériel, de réseaux, d'infrastructures et d'autres services numériques. Ce qui englobe à peu près tout le numérique. La définition me semblait plutôt cohérente, donc je la trouve pas mal. Le numérique, c'est tout. Le numérique, c'est à la fois Netflix, ça peut être une montre connectée, ça peut être une Xbox, ça peut être une télé connectée, ça peut être les cartes graphiques qu'on peut avoir, c'est aussi les infrastructures réseau qu'on peut avoir, la 5G et tout le reste, les data centers, évidemment, tous les périphériques qu'on peut avoir. Donc c'est plein de choses. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise une application? Ça, au fait, c'est un peu simpliste si vous êtes dev. L'application, elle est installée sur une télé, la télé ou sur un périphérique. Le périphérique, il est connecté ou pas à du réseau. Le réseau est connecté ou pas à des serveurs. Et tout ça, ça communique avec de la fibre optique ou de la fibre ou du cuivre ou tout ce que vous voulez. Mais il y a des interactions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de cloud actuellement, alors que le cloud, au fait, c'est tout ça et c'est loin d'être des nuages. Bref, il faut comprendre que c'est pas immatériel. On a l'impression que tout est immatériel, parce que lorsqu'on est sur une application, qu'on soit sur Netflix, qu'on soit sur n'importe quel type d'application, en fait c'est ultra simple, on n'est que sur notre téléphone ou notre périphérique, mais par contre derrière il y a énormément d'infrastructures qui comptent aussi. Les data centers, les centres de données, et tout ce qui peut, on va dire, stocker la donnée ou nous permettre justement d'accéder à cette donnée compte aussi, les CDN aussi, par exemple. Un petit exemple, le Bitcoin. J'aurais pu mettre l'IA, ce serait un peu plus moderne que le Bitcoin qui commence à dater un peu. C'est juste un exemple comme ça. J'ai mis des petits QR codes, je crois que c'est un peu trop petit, mais c'est les sites pour lesquels sont extraits les données. Le Bitcoin, par exemple, en fait, il a une consommation par transaction de Bitcoin et aussi, on va dire, il a une empreinte carbone totale. Si on regarde, on va dire, juste l'empreinte carbone, par an, ça fait à peu près 114,06 mégatonnes de CO2. Donc, quand on dit mégatonnes de CO2, c'est des mégatonnes de CO2 équivalents, évidemment, c'est pas que le CO2, c'est on va dire toute la chaîne qui augmente dans les gaz à effet de serre ou pas dans la consommation du Bitcoin. Il y a l'énergie consommée. L'énergie consommée rien que pour le Bitcoin, on estime que c'est 204,50 TWh, ce qui consomme quand même beaucoup. Et en déchets électroniques, parce que les déchets électroniques, ça compte aussi, même vous, quand vous avez un service numérique, en fait, les data centers derrière, ils se changent. Quand il y a un disque qui ne va pas, le disque, on le change aussi. Donc ça fait partie des déchets électroniques que on n'y pense pas forcément, mais qui existent aussi. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, on va dire, dans l'analyse de cycle de vie que vous voulez avoir sur votre service numérique. Donc ça, on se dit que c'est 355 grammes par, on va dire, transaction Bitcoin. Donc 355 grammes de déchets, on se dit que c'est pas énorme. Sur la totalité du Bitcoin, il y a 32,22 kilotonnes de déchets. Ça commence à être un peu plus velu. Bref, électriquement, il faut aussi comprendre qu'une même fonctionnalité n'aura pas le même impact d'un pays à l'autre.
Alors là, on va dire, on peut tous, on va dire, taper sur le nucléaire ou pas. Il y a des pays qui sont électrisés de différentes manières. Il y a des pays qui utilisent énormément de gaz, énormément de vent, de solaire ou de nucléaire ou autre. Et au fait, le bilan carbone de l'électricité utilisée n'est pas le même. Ça fait que, par exemple, si vous avez une application qui tourne en France, le bilan carbone de l'électricité consommée par, on va dire, l'application qui va tourner en France, en fait, va dépendre de la production d'énergie française. Nous, on est au nucléaire, c'est plutôt très bas, c'est pour ça que dans la courbe, on est plutôt bas. Si, par exemple, vous mettez en Pologne, en Pologne, au fait, ils n'ont pas beaucoup d'énergie verte, ils n'ont pas beaucoup de nucléaire. Du coup, ça fait que cette même application dans un autre pays qui a une énergie qui est qui est plus carbonée, donc moins décarbonée, va nativement, pour le même besoin, émettre beaucoup plus d'équivalent CO2. Ça, c'est juste du fait. Le problème, il n'est pas qu'électrique. Le problème, c'est aussi ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est du métal. C'est pas mal. C'est ce qu'on appelle de l'antimoine. L'antimoine, je pourrais vous faire un cours sur l'antimoine parce que c'est un truc qui est ultra intéressant. Mais ça ne vous intéressera pas. Au Moyen-Âge, ils l'utilisaient, on va dire, pour vomitif. On s'est rendu compte après que c'était toxique et on a arrêté de l'utiliser. L'antimoine, il était connu plutôt avec Gutenberg. Parce qu'en fait, il fallait, pour les poinçons d'imprimerie, il fallait un métal et un alliage qui soit très solide justement pour faire les caractères et pour imprimer. Donc, à l'époque de l'imprimerie, ils utilisaient l'antimoine avec de l'étain et du plomb justement pour créer les pinceaux et au fait ça solidifie. Le problème c'est que l'antimoine, on l'utilise encore aujourd'hui, mais on l'utilise beaucoup. On l'utilise en tant que retardateur de flamme et on l'utilise dans beaucoup de métaux pour la transition écologique ou pour tous les systèmes qu'on peut avoir. L'autre problème c'est qu'en fait on est dans un monde qui est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les métaux qu'on extrait, il n'y en a pas ad vitam aeternam. Donc les métaux qu'on extrait, soit il faudra les recycler, donc quand il n'y en aura plus, soit il faudra trouver une alternative à ces métaux pour pouvoir avoir les mêmes propriétés que le métal en cours. Si on regarde les réserves d'antimoine ici, elles sont très basses. Si vous regardez ici, les réserves rentables, c'est les réserves qui, on va dire, permettent d'être rentables en quelque sorte. C'est les réserves pour lesquelles on a directement accès. Ça ne va pas être les réserves qui sont au fin fond de l'océan auxquelles on n'a pas encore d'accès direct parce qu'on ne peut pas y aller. C'est vraiment les réserves rentables. Les réserves rentables, actuellement, on estime qu'on a 12 ans d'antimoine devant nous. Ce qui n'est pas énorme. Si on est en train de penser à ce que j'ai dit avant en disant qu'au fait, il y avait du gâchis électronique et qu'on pouvait avoir des déchets électroniques et qu'on ne recycle pas énormément nos métaux, on se dit que 12 ans, en fait, ça passe vite. 12 ans, c'est bientôt, donc il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Bref, petit rappel sur les métaux, il y en a beaucoup, il y en a partout, et l'extraction pollue énormément. On en parlera tout à l'heure. Ça, c'est un vieux schéma de Sciences et Avenir à l'époque. Je crois que c'était l'iPhone 1 ou l'iPhone 2, donc c'est un schéma qui commence à dater, et on peut voir, on va dire, tous les différents types de métaux qu'utilise juste un smartphone. Le truc à savoir aussi sur les métaux, c'est qu'en fait, les métaux sont très, et je pourrais dire très pendant 45 minutes, mais ça ne vous intéressera pas, peu recyclés. Pas forcément parce que c'est pas faisable. Déjà, il y a des métaux qui sont mieux recyclables que d'autres, mais le principal but qu'on ne recycle pas les métaux, c'est qu'actuellement, ça coûte moins cher d'en extraire que de les recycler. Donc évidemment, c'est beau, c'est ça. Et il faut aussi comprendre que l'impact, il n'est pas qu'environnemental. Ça fait que l'UNICEF a fait des estimations comme quoi on a encore 40 000 enfants partout dans le monde qui travaillent dans des mines justement pour extraire ces métaux-là. Il y a pas mal de pays qui envoient des enfants à partir de 8-9 ans justement dans les mines pour pouvoir aider leurs parents à extraire et avoir de meilleurs revenus. Donc l'impact qu'on peut avoir avec l'utilisation minimale d'un métal n'est pas qu'environnemental, il peut aussi être social et il n'est pas juste chez nous, il est aussi partout dans la planète, partout sur la planète. Bref, petit rappel sur l'analyse de cycle de vie. En fait, il y a plusieurs phases. Sur une analyse de cycle de vie, généralement, quand on essaye d'analyser un cycle de vie, on l'analyse sur plusieurs choses et on fait une analyse qu'on appelle multicritères. C'est un peu comme en fait, nos performances ou nos graphes. On ne va pas faire une analyse juste sur quelque chose, on va faire une analyse multicritère pour trouver justement tous les critères et avoir la meilleure analyse possible. Ici, on peut voir que le pré-manufacturing, c'est en fait ce qui consomme le plus, à quasiment 80%, on va dire, à chaque fois
enfin, c'est ce qui émet le plus, c'est ce qui a le plus de polluants à 80% à chaque fois qu'on va extraire quelque chose du sol. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'extraction, environnementalement parlant, ça coûte très 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 cher à la planète, et on va dire écologiquement, c'est vraiment pas top. On peut voir que le manufacturing, c'est pas énorme, la distribution, en fait, c'est pas énorme non plus. La phase d'usage, elle peut être énorme. Ça dépend, on va dire, les types, les ressources abiotiques, c'est pas top. Ça dépend les types de métriques qu'on regarde. Et le recyclage, en fait, ça dépend du fait que est-ce qu'on recycle ou pas. C'est pour ça qu'en fait, là, vous voyez un petit truc négatif, c'est parce que du coup, on arrive à récupérer des métaux qu'on a déjà extraits, ce qui, d'un côté, est déjà pas mal. Si vous voulez un peu plus de détails sur les analyses de cycle de vie, notamment au niveau du numérique, il y a Fairphone qui, il y a quelques années en arrière, a sorti une analyse qui était ultra complète, où il détaille tout pour tous les types de modules qu'il y a dans leur device. Donc il vous explique par exemple que la caméra, elle pollue tel truc à 10%, tel truc à 80%, et leur analyse est vraiment très très détaillée. Le PDF est joint ici, et vous pouvez aller le voir, c'est en français, et franchement c'est plutôt bien foutu. Bref, petit rappel sur le numérique. En fait, on estime, ça ce sont des données greenIT.fr, que le pourcentage d'utilisation d'énergie, de gaz à effet de serre, d'eau, d'électricité et de ressources, en fait, est principalement dû à nous. Donc, nous, à chaque fois qu'on essaye d'avoir un écran supplémentaire sur notre stack, à chaque fois qu'on change de téléphone, à chaque fois qu'on achète une nouvelle batterie, à chaque fois qu'on change quelque chose, du coup, on est aussi en cause du fait qu'on va réextraire des nouvelles choses. C'est pour ça que techniquement, mieux vaudrait louer ou acheter d'occasion que d'acheter neuf, parce que acheter neuf, c'est acheter des choses qui ont été majoritairement produites avec des ressources qu'on vient d'extraire. Et comme on l'a vu dans les schémas précédents, l'extraction des ressources, c'est ce qui pollue largement le plus. Bref, autre petit rappel sur le numérique, on a vraiment beaucoup de numérique. Je peux rien dire là-dessus parce que j'adore le numérique, j'utilise le numérique, sinon je ne serais pas devant vous non plus. On a des caméras connectées, des thermostats connectés, des climatiseurs connectés, des prises électriques connectées, des montres connectées, j'ai même vu la poubelle connectée, le système d'éclairage connecté, la balance connectée, la boîte à œufs connectée, c'est pas mal. C'est la boîte à œufs connectée, je la retiens celle-ci, la brosse à dents connectée, le porte-PQ connecté. On va peut-être un peu loin dans tout ce qui est numérique, mais ce sont des choses qui existent. Donc si vous voulez, vous pouvez même aller vous acheter des paires de chaussettes connectées, ça existe vraiment. Il y a du numérique vraiment partout. On en met de plus en plus, il y en a vraiment partout. Un autre petit rappel, c'est qu'actuellement, ça c'est des données de 2024 de la Banque mondiale, il y a 68% de la planète qui est connectée. Ça fait qu'au fait, il y a encore 32% des habitants de la planète qui ne sont pas encore connectés, qui n'ont pas encore accès à Internet. Il faut savoir que les chiffres ont tendance à grimper, des fois ils se stabilisent, des fois ils réduisent. Pourquoi? Parce que tout ça, on va dire, c'est aussi géopolitique. C'est un peu comme la bande passante, si vous êtes au courant de ça. La bande passante, elle a tendance à être de mieux en mieux dans le monde. D'année en année, on a une bande passante qui va de mieux en mieux, on a une meilleure bande passante. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. En France, ça va bien, parce que du coup, on est un pays qui n'est pas en guerre. En Ukraine, en Russie, ou dans les pays, on va dire, qui ont la guerre actuellement, du coup, les infrastructures réseau, ce n'est pas leur priorité du tout. Donc la bande passante, dans certaines parties du monde, elle peut être pire à une année T+1 qu'à une année T-1. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte en disant, le numérique, ce n'est pas forcément la priorité de tout le monde, et il y a des gens qui sont moins connectés qu'avant aussi, donc c'est des choses à prendre en considération, ou qui accèdent à Internet et à nos services numériques, peut-être avec des téléphones qui sont beaucoup plus vieux, ou qui datent d'une ère où j'étais même pas né. Enfin, les smartphones, ça va être dur. Mais c'est des choses à prendre en compte. Bref, c'était un petit contexte un peu dramatique, mais du coup, je ne vous présenterai pas tout ça s'il n'y avait pas de solution. L'écologie. L'écologie, c'est quoi? Déjà, j'ai pris une définition de Géo. Enfin, je pense que tout le monde connaît à peu près Géo. C'est les bouquins verts, là, en kiosque, qui parlent de nature, de géographie et de tout le reste. Donc, je vais vous laisser lire ça rapidos. Le terme écologie vient des mots grecs oikos, la maison, et logos, discours, science, connaissance. Il désigne la science qui étudie les conditions d'existence et les relations entre les organismes et leur milieu. L'écologie pose comme principe que chaque être vivant est en relation continuelle avec tout ce qui constitue son environnement. Ce qui est intéressant, c'est cette phrase, c'est dans ce cadre, elle étudie les flux d'énergie et de matière qui circulent dans un écosystème. Donc ce n'est pas à sens unique, c'est vraiment tous les flux qui puissent exister dans un écosystème. Et la performance, du coup. La performance, c'est un peu plus complexe.
je pense qu'on a un peu tous une idée de la performance. La performance, est-ce que c'est une application qui est rapide? Peut-être. Est-ce que c'est une application qui ne rame pas? Peut-être aussi. Est-ce que c'est une application qui ne plante pas? Bah, peut-être, mais est-ce que c'est de la qualité ou de la perf, ça, du coup? On ne sait pas trop. Mais au fait, le truc, c'est que si vous pensez que la performance, c'est juste la vitesse, vous vous plantez royalement parce que vous avez un focus vitesse. Pour la définition de la performance, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'au fait, il existe ce qu'on appelle des normes ISO, mais j'en parlerai plus tard. Pourquoi la performance n'est pas forcément green déjà? Est-ce que vous avez des idées sur pourquoi la performance ne peut pas être forcément green? Ouais, non. Parce que normalement, on a plutôt en tant que dev, on se dit plus c'est performant, meilleur c'est. Et en théorie, c'est vrai. Par contre, c'est pas tout le temps le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est une balise HTML. C'est assez simple, c'est ce qu'on appelle le pré-render. Vous connaissez le pré-render? Est-ce que vous savez à quoi il sert? C'est trop bien. Google a des pages AMP, des pages qu'ils mettent en avant aussi, et ils utilisent ça dans la Search Console lorsque vous êtes sur la search de Google. Des fois, vous avez des mises en avant de pages à droite. Donc ça, ce sont des sites qui existent. Le truc, c'est que quand vous êtes sur ce site-là, sur cette page-là, vous allez taper une recherche où il va vous mettre des sites pré-rendus, on va dire, pour pouvoir, au cas où vous cliquez, accélérer le chargement du site. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'au fait, cet exemple, il n'est pas top, parce que du coup, il va pré-rendre des pages, alors qu'en fait, j'ai même pas cliqué sur le fait que je voulais aller sur cette page-là. Ça fait qu'en fait, il va charger toutes les ressources directement du viewport, alors qu'en fait, j'en ai strictement pas besoin. Si le gars, il m'a mis un background, ou il m'a mis une image de 120 mégas sur son site, en fait, je vais me taper un téléchargement d'une image de 120 mégas, alors qu'en fait, j'en ai juste rien à faire. Donc le pré-render, c'est de la performance parce que ça permet d'aller très très rapidement sur le site. C'est plutôt bien parce que quand on clique dessus, c'est quasiment instantané parce qu'on a déjà tout préchargé en background. Par contre, du coup, sur le réseau, j'ai téléchargé plein de ressources qui sont inutiles. J'ai cramé du forfait parce que du coup, j'avais pas envie de cliquer dessus et c'est pas forcément top. Le fameux plus de serveurs, ça c'est un truc qui existe un peu moins avec la scalabilité lorsqu'elle est bien faite, et j'insiste vraiment sur bien faite. C'est qu'à une époque, ce qui était marrant, c'est que quand il y a un truc qui n'allait pas, en fait, on se disait, en fait, c'est simple, il faut augmenter la taille des serveurs. J'espère que vous ne le faites plus. Non, ça peut être le cas. On peut avoir des problèmes où il faut vraiment augmenter la taille du serveur, justement pour avoir soit plus de RAM, soit plus de CPU, soit plus ce que vous voulez. Par contre, le truc, c'est qu'avant, on va dire, d'augmenter la taille de serveur, déjà, peut-être analyser les logs, regarder si on n'a pas des problèmes, si on n'a pas des requêtes qui sont trop lentes, si on n'a pas une application qui est trop lente, si on n'a pas des problèmes de flux de mémoire, si on n'a pas des problèmes justement pour garder la taille de serveur actuelle et éviter d'avoir plus de serveurs. Le plus de serveurs, c'est on va dire ce qui va permettre de rendre une application pas forcément de bonne qualité plus rapidement avec un hack, le hack d'avoir une grosse carte de crédit parce qu'on veut plus de serveurs. Les CDN, c'est à peu près pareil. Les CDN, en fait, ça rend tout beaucoup plus performant, et c'est vrai, utiliser un CDN, franchement, c'est trop cool. Maintenant, vous pouvez faire plein de trucs avec les CDN, vous pouvez mettre les règles que vous voulez, vous pouvez ne plus aller à l'origine directement, franchement, il y a plein de trucs. Par contre, le truc, c'est qu'utiliser un CDN partout dans le monde et répliquer tout le code qu'on a, on va dire à peu près partout, sachant qu'on va peut-être pas l'utiliser ou qu'on va avoir juste un utilisateur en Australie qui va pinguer sur notre origine, alors qu'on a 99% de nos clients franco-français, c'est peut-être un peu overkill. Il y a peut-être des autres solutions ou il y a peut-être du bridage à faire pour pouvoir améliorer les choses. Et le lazy loading, c'est à peu près, c'est une très très bonne technique côté front. Franchement, faites du lazy hors viewport évidemment. Faites du lazy quand vous voulez. Par contre, le lazy, c'est aussi un palliatif. Ça fait que la première chose que font les devs quand ils ont un site de mauvaise qualité, c'est qu'on leur dit, fais un test sur page test, mettre du lazy loading, ok, je vais mettre du lazy, mais par contre, je ne vais pas améliorer la source du problème. Et ça, c'est un peu dommage. Avoir des images qui font 15 mégas, les mettre en lazy, c'est sûr, ça va améliorer le premier chargement. On va arriver sur la page, on ne va pas avoir l'image. Sauf que quand on va scroller, les 15 mégas, on va quand même les télécharger. C'est ce que j'appelle un palliatif. Bref, la performance, comment on pourrait la qualifier avec ça? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit organisme qui s'appelle ISO. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est International Standard Organization, qui a un ISO qui existe, qui est l'ISO de la qualité logicielle. Truc de fou, hein? C'est un ISO, il a été mis à jour en 2023. Ça, c'est le type de la norme ISO, ISO 25010, et la dernière actualisation de la norme, donc l'ISO de la qualité logicielle. Ce qui est intéressant dans la qualité logicielle, c'est qu'au fait, ça,
ça nous dit qu'est-ce qu'une application qualitative. Donc, alors je pense que dans la salle, on est très peu à avoir une application qualitative par rapport à une norme ISO 25010, parce que franchement, c'est un peu drastique. Parce qu'il faudrait passer tous ces types de tests. Il faudrait passer les tests fonctionnels, les tests de performance, les tests de compatibilité, les tests d'utilisabilité, les tests de fiabilité, les tests de sécurité, les tests de maintenabilité et les tests de portabilité. Est-ce qu'il y en a un dans la salle qui fait tous ces tests-là? Non? Voilà. Bref, nous, ce qui nous intéresse, ça va être les tests de performance. Mais alors, c'est quoi un test de performance et comment on peut passer ces tests de performance? Eh ben, le truc intéressant, c'est qu'il y a 3 choses. Déjà, il y a le temps de réponse. Eh ben, c'est à peu près ce qu'on disait, la rapidité. Une application qui est rapide, une application qui va vite, eh ben, du coup, elle a passé un tiers des tests de performance. Donc déjà, elle est en bonne voie pour être qualifiée et avoir un logo OK Performance. Il y a la capacité. La capacité, c'est quoi? Ça fait qu'une application, elle devrait résister à des tests de charge. Donc ça fait qu'au bout du 4e utilisateur, votre appli n'est pas censée planter. Donc vous êtes censé avoir une certaine capacité pour pouvoir juste soit scaler, soit permettre à vos utilisateurs et utilisatrices de toujours accéder à votre service. C'est ce qu'on appelle la capacité. Et ce qui nous intéresse, c'est la dernière partie, l'utilisation de ressources. Et ça date des années 90. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est la norme ISO, c'est plutôt cool. Ça fait que si vous avez une application qui résiste à des tests de charge de folie, que vous ne pouvez pas DDoS, qui est ultra performante, mais par contre, où vous avez une carte bleue illimitée chez AWS derrière et que vous cramez 1 milliard de CPU, et bah du coup, vous n'avez pas une application performante. Vous avez juste une application rapide et qui passe des tests de capacité. La performance, c'est vraiment l'alliance de ces trois-là. C'est la capacité, le temps de réponse et l'utilisation de ressources. Le truc, c'est qu'ensuite, si vous voulez, on va dire, agir sur la qualité logicielle de manière générale, ben, des fois, il faut faire des concessions. Parce que, mine, la sécurité rentre beaucoup en jeu aussi, et il y a des choses qu'on doit rendre un peu moins rapides pour être un peu plus sécurisant. Bref, cette norme est accessible. Le truc, c'est que ce qu'il faut savoir avec les normes ISO, c'est que généralement, elles sont payantes. Donc, vous pouvez les trouver sur Internet, sûrement. Et il y a beaucoup de personnes qui expliquent tous ces cas de tests. Je pense qu'il y a, je ne sais plus comment s'appelle le site, il y a un site qui est assez sympa, j'aurais dû le mettre. Je crois que c'est la taverne ou la caverne du testeur. Et du coup, ils expliquent tout ça. Franchement, c'est plutôt bien foutu. Et ils expliquent, on va dire, comment en fait, passer tous ces types de tests. Bref, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous êtes vraiment trop fort. C'est un Rafale. Est-ce qu'un Rafale, c'est performant du coup? Eh bien, on va voir ça. Un Rafale, ça fait du 2222 km/h. Franchement, par rapport à ma Clio, ça va, ça se défend. Je peux rien dire. Un Rafale, c'est un rayon d'action de 3700 km. Donc ça fait que techniquement, par rapport à ma Clio, ouais, ça se défend aussi. On peut dire qu'il a une grosse capacité. Un Rafale, c'est aussi un réservoir de 5875 litres. Mais alors, pourquoi est-ce qu'un Rafale a un réservoir de 5875 litres? Parce qu'un Rafale, ça consomme du 185,2 litres par minute. Pour information, ma Clio a un réservoir de 45 litres. Bref, je pense que vous avez compris le truc. Le truc, c'est qu'au fait, il faut beaucoup de métriques pour qualifier quelque chose de performant. On ne peut pas juger que la vitesse de quelque chose en disant, en fait, il est rapide, donc il est performant. Non, il est rapide, il est performant, ok, il a une bonne capacité, il est performant, ok, mais par contre, s'il crame 185 litres de gasoil à la minute, il y a peut-être des axes d'amélioration à faire. Bon, ensuite, c'est l'armée de l'air, on ne peut pas trop leur en vouloir, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Bref, qu'est-ce qu'on fait du coup? Et bien du coup, on va agir avec qualité et avec sobriété. Ça, c'est vos deux nouveaux meilleurs potes. La sobriété, c'est super intéressant. Moins de fonctionnalités, c'est un peu la base. Sauf qu'en fait, on ne va pas faire du moins de fonctionnalités pour dire de moins de fonctionnalités, parce que généralement, on a une équipe produit qui, derrière, nous dit, en fait, il faut ces fonctionnalités. C'est un peu l'histoire de notre vie de pauvres développeurs et développeuses. On doit faire plein de trucs qui ne servent pas forcément à beaucoup de gens. Bref, par contre, on peut challenger tout ça. Ok, j'ai une fonctionnalité que je dois faire, mais à quoi elle va servir? Est-ce qu'elle va être essentielle à mes utilisateurs et utilisatrices? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je n'ai pas déjà une fonctionnalité similaire? Ça, c'est des questions qu'on peut se demander avant de commencer à coder autre chose. Moins de dépendance. Est-ce que je peux faire sans?
avec une dépendance que je possède déjà, en natif, sans utiliser de dépendance. Ça, c'est des questions tech qu'on peut aussi se poser. Je suis arrivé sur des projets où, je suis plutôt dev web, j'ai fait de l'applicatif avant, mais je suis plutôt dev web, et je suis arrivé sur des projets où on avait du jQuery, du Moment, du Lodash et du code natif. Et les librairies, elles font à peu près toutes la même chose. Donc en fait, on chargeait 4 scripts qui servaient strictement pas à rien parce qu'elles avaient toutes un peu leur utilité, mais en fait, on en chargeait un et on n'utilisait que cette librairie pour tout faire, en fait, ça aurait largement suffi. Donc, c'est pas parce qu'on ne connaît pas un sujet qu'il ne faut pas aller trufouiller, on va dire, dans le code pour comprendre à peu près ce qu'il y a et l'existence. Essayez bien de regarder quand on fait du dev, en fait, ce qui est déjà installé sur le projet, ce qui est déjà installé sur les applicatifs, avant de devoir, on va dire, installer autre chose. Si encore plus, en installant autre chose, potentiellement, vous allez complexifier le code parce que vous allez rajouter quelque chose qu'il faudra maintenir à terme et vos collègues ne sont pas forcément aussi autonomes que vous dans la maintenance d'un sujet que vous connaissez bien, que eux connaissent peut-être un peu moins. Quel est son poids? Est-ce que ça va pénaliser mes utilisateurs, même avec un débit réduit? Donc le même avec un débit réduit est important, parce que du coup, en fait, on n'est pas tous avec la 5G, ou la 6G, ou des connexions de folie. Moins de ressources, c'est aussi re-questionner vers le minimal. Par exemple, j'ai une iframe Gmap. Au fait, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir une image cliquable qui va directement sur Google Maps? Je n'aurais pas à charger l'iframe, je n'aurais pas à charger tout ce qu'il y a dans cette iframe, du coup ça va me faire gagner sur le réseau. Et techniquement, 99% des devs, ils ne vont pas rester sur votre site avec une petite iframe, ils vont aller sur Google Maps ou directement aller dessus. Donc une image cliquable, ça peut être une solution. Une fonte custo. Ok, c'est peut-être joli, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence avec une fonte standard ou une fonte système qu'on peut avoir? Ça aussi, c'est des choses qu'on peut se demander. Une galerie d'images? Pourquoi je ne mettrais pas une seule image? J'ai peut-être pas besoin de charger 150 images sur mon site. Une image, ça peut peut-être suffire. Une image? Alors, est-ce que l'image est pertinente? Une image peut peut-être en faire une icône. Plutôt cool. Et une icône? Pas d'icône. Vous voyez, on descend, on essaye de réduire les choses et on repense le besoin, on repense tout pour pouvoir essayer de télécharger et de faire télécharger à nos utilisatrices et utilisateurs le moins de ressources possible. Bref, moins de ressources, c'est aussi sur nos enves. Pourquoi est-ce qu'on aurait tous 3 écrans, 4 téléphones de test et 2 PC? Parce qu'en tant que dev, on est souvent avec 3 écrans au boulot, avec plusieurs téléphones de test quand on fait du test mobile et qu'on est des devs applications, et on a toujours soi-disant 2 PC parce qu'on a un PC pro et un PC perso. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des boîtes qui permettent d'utiliser les deux. Ça, c'est plutôt cool, avec, on va dire, des systèmes de sécurité qui sont peut-être un peu plus drastiques, mais intéressant parce que du coup, on peut utiliser un même PC, à la fois en pro et en perso. Ça divise, on va dire, par deux, on va dire, le package écologique d'un développeur. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire différemment? Donc, un seul écran, ou 0. Enfin, le 0, n'en parlez pas à votre kiné parce qu'elle va vous tuer, mais vous restez sur un écran fixe, sinon votre kiné va vous dire c'est mal. Un abonnement BrowserStack, parce que mine de rien, ça existe. Enfin, on peut faire des vraies simulations sur des vrais téléphones avec un abonnement BrowserStack et ça évite d'acheter à chaque fois le dernier iPhone qui nous coûte 1200 ou 1900 balles, ça dépend des versions. Et juste un PC justement, où on peut s'arranger avec l'entreprise ou votre employeur pour utiliser le PC du boulot aussi en perso, justement, soit avec un VPN, soit avec ce que vous voulez, pour pouvoir justement éviter d'avoir à acheter de PC et à switcher l'un et l'autre. Parce que mine de rien, ce qui est intéressant, c'est que si vous achetez 2 PC en même temps, les deux vont devenir obsolètes en même temps aussi. Donc ça ne vous sert pas trop à grand chose. Bref, une connaissance de mes utilisateurs et utilisatrices. Quel est le parcours? Est-ce que le parcours peut être optimisé? Ça aussi, c'est intéressant. En fait, si on va dire vous affichez 1 milliard de trucs sur la main page, vous allez avoir 1 milliard de fonctionnalités, ils vont peut-être avoir du mal à choisir, mal connaître l'expérience utilisateur, c'est pas forcément top. Pourquoi ils sont là aussi? Pourquoi ils sont là? C'est un truc qui est intéressant parce que mine de rien, le trafic internet aujourd'hui, c'est pas forcément des vrais utilisateurs. Nous, je crois qu'il y a plus de 68% où c'est des bots. Donc c'est cool, mais au fait, avoir des stats en disant qu'en fait cette page est très consultée alors que 99,9% des utilisateurs sont des bots avec des user agents un peu débiles, c'est pas forcément une fonctionnalité à garder en quelque sorte. Que font-ils? Est-ce qu'ils utilisent toutes les fonctionnalités? Ça aussi, ça peut être bien, parce que quand on va réduire les fonctionnalités, on va réduire aussi la complexité du code. Plus votre code est léger, mieux il est lisible, moins il est gourmand, plus c'est simple, on va dire, de faire des modifications dedans. Moins d'inutile, c'est aussi plus de qualité.
quand on va enlever tout ce qui ne sert pas, eh ben on aura peut-être un peu plus de temps. Je dis bien peut-être parce que ça arrive rarement. Mais on aura un peu plus de temps. Et un peu plus de temps, pourquoi? Enfin, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on va tout réduire, nativement, ça peut améliorer la performance. Parce que quand vous allez réduire, on va dire, des bundles, quand vous allez supprimer des fonctionnalités de certaines pages, rajouter naturellement, vous allez rajouter de la performance, et accessoirement, vous pouvez aussi rajouter un peu de sécurité. Pourquoi? Parce que quand vous supprimez des bundles, vous avez peut-être des bundles qui ont des failles de sécurité auxquelles vous n'aviez pas conscience. Moins de bundles, potentiellement, c'est aussi moins de failles de sécurité, c'est aussi moins de problématiques là-dessus. Malheureusement, l'accessibilité, en fait, c'est assez rare qu'en faisant de l'éco-conception, naturellement, on fasse plus d'accessibilité. Mais par contre, le truc, c'est qu'en faisant moins de trucs inutiles, on peut se focaliser sur des trucs qui sont réellement utiles pour l'applicatif. La performance, la sécurité, l'accessibilité, oui, mais on peut aussi faire un peu plus d'architecture pour pouvoir améliorer ça. On peut aussi faire un peu plus du I ou du X, justement, parce qu'on aura mieux compris les besoins de l'utilisateur et on pourra justement avoir une application qui soit plus utile. Bref, ok, j'ai compris, on agit avec qualité. Mais pourquoi? Yep, avec sobriété. Mais la sobriété fait partie de la qualité. Et ça, il faut aussi le comprendre. Mais tout ça, c'est pour réduire l'impact de notre applicatif. Réduire l'impact, c'est quoi? C'est réduire l'impact sur le réseau, évidemment, donc moins d'échanges sur le réseau, moins de données transmises, donc c'est un peu juste logique. Côté back, ce sera moins de charge serveur, donc qui dit moins de charge serveur, moins de CPU, moins de mémoire allouée et moins de stockage. Techniquement, si je réfléchis 5 minutes, ça peut aussi dire moins de serveurs, donc techniquement du FinOps, donc de l'économie si vous êtes chez un provider qui vous coûte 3 bras. Côté front, c'est aussi moins de données téléchargées, des données téléchargées utiles. J'ai souligné le utile parce que les données téléchargées inutiles, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup sur le web. C'est aussi un applicatif plus léger, des métriques UX et Core Web Vitals au top. Il faut absolument éviter l'obsolescence logicielle de nos applicatifs. Pourquoi j'ai noté ça? Pour une raison, c'est que on peut tous être tentés par utiliser pas mal de librairies à la mode ou pas mal de nouveaux trucs ou des frameworks ou des EK ou un peu ce qu'on veut. Par contre, le but du jeu, c'est d'être le plus natif possible, donc faire le plus de natifs possible, mais par contre de ne pas être bridé, de ne pas brider nos utilisateurs. Si vous utilisez une fonction qui n'existe que sur le dernier navigateur à la mode, et du coup, toutes les personnes qui auront un vieux navigateur, elles vont être mises de côté, elles devront télécharger ce nouveau navigateur. Le problème, c'est qu'il y a encore des entreprises qui brident les mises à jour. Ça fait que ce n'est pas forcément top pour l'ensemble de vos utilisateurs et utilisatrices. C'est pour ça que si vous êtes dans le monde du web, pensez bien à utiliser un can use pour voir si la fonctionnalité que vous avez peut être justement, on va dire, à le meilleur ratio d'utilisateurs possible pour pouvoir avoir une fonctionnalité qui fonctionne sur le plus grand nombre de périphériques possible et pas juste sur les utilisateurs qui sont à jour. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous avez un bonus, c'est l'impact social. Parce que du coup, une application qui rame moins, une application qui est plus performante, une application qui est plus qualitative, c'est une réduction de la fracture numérique. C'est une app aussi qui est plus inclusive. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le biais du dev. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du biais du dev? Non? Ouais? C'est trop bien, parce que moi j'adore le biais du dev. Le biais du dev, c'est qu'en tant que développeur, on a tous des périphériques haut de gamme. On n'aime pas les périphériques qui rament et on aime bien avoir soit le dernier iPhone, soit le dernier Android parce que du coup, il prend de meilleures photos et il a un octa-core qui a 256 Go de RAM et franchement, c'est au top. On a une bande passante qui rocks sa mère parce que du coup, on n'aime pas quand ça rame. Franchement, je déteste ça. On a la fibre, tout va bien. Franchement, on est sur des périphériques où tout va bien. On a des trucs où du coup, ça rame pas, c'est normal. Sauf que le truc, c'est que 80% des gens, c'est pas ça. Nous, on est développeurs, en fait, on a investi là-dessus parce que c'est aussi notre métier, on est passionné, il y a tout plein de trucs qui vont. Sauf que des personnes qui ont un téléphone d'il y a 10 ans en arrière, il y en a encore beaucoup. Des personnes qui n'ont pas la fibre, il y en a encore beaucoup. Des personnes qui ont ce forfait-là, qui existe parce que j'ai pris la screenshot hier, il y en a encore beaucoup. Donc si, par exemple, vous avez un site internet, et ça m'est arrivé, vous allez dessus, vous téléchargez 122 mégas de données, franchement ça m'est vraiment arrivé, et si vous rechargez 10 fois les 122 mégas de données,
et ben vous avez cramé ce forfait-là. Le gars, il ne peut plus aller sur Internet à cause de votre applicatif qui a été codé un peu avec les pieds, pour être gentil. Bref, ok, mais concrètement, en fait, concrètement, on peut faire de l'éco-conception. Mais c'est quoi l'éco-conception? C'est intéressant parce que là aussi, il y a des ISO. J'adore les normes ISO. L'ISO 14062, qui est l'ISO de l'éco-conception. Au fait, c'est en plus un ISO qui est générique, c'est pas dédié au numérique. C'est intégrer l'environnement dès la conception des services. Donc ça, au fait, vous voyez, vous avez tout le cycle de vie d'un service numérique, et au fait, c'est intégrer l'environnement directement. Donc pouvoir analyser, on va dire, les pics de charge potentiels que vous allez avoir, peut-être aussi analyser la fin de vie de votre applicatif. Parce que vous pouvez avoir des sites web qui sont temporaires. Si par exemple, un site web pour aller au Hellfest, eh ben, la version 2023, aujourd'hui, elle sert un peu à que dalle, quoi. À la limite pour l'historique et voir le programme, mais du coup, la billetterie et tout le reste, ça ne sert plus. Il n'y a pas moyen d'avoir autant de serveurs que pour le pic de charge lorsque vous avez, on va dire, la billetterie qui est ouverte. Donc ça aussi, il faut aussi analyser la fin de vie de vos applicatifs. Parce qu'une application, ça peut vivre et ça peut mourir aussi. Choisir son hébergeur. Prise en compte des problématiques écologiques. Donc essayer de trouver énergie bas carbone, une bonne gestion de l'énergie aussi, parce qu'avoir de l'énergie bas carbone, mais par contre cramer toute l'énergie un peu partout, à droite à gauche, c'est un peu dommage. Utiliser la chaleur générée pour autre chose. Donc il y a des hébergeurs qui chauffent des piscines, ou qui chauffent des trucs, ou des bâtiments, c'est plutôt cool aussi. Faire des achats durables. Donc oui, des hébergeurs qui font des achats durables, c'est plutôt cool. Réutiliser les anciens composants. Ça aussi, c'est plutôt chouette, histoire de ne pas les cramer. Et évite le greenwashing en se disant neutre en carbone. C'est un peu comme les pubs avec les voitures, on voit 0 g de CO2 par kilomètre. Ça me fait doucement rigoler, parce que la production de la voiture, elle ne fait pas 0 g de CO2. Même les voitures électriques. Et bonus, sécurité des données. Parce que du coup, la sécurité, ça compte aussi. Il ne faut pas aller sur des hébergeurs qui ne sont pas 27001. Choisir son langage aussi. Choisir son langage, par contre, il faut voir que l'impact il est un peu plus réduit là-dessus. Il y a des normes qui existent, enfin, il y a des études qui ont été faites, ça c'est une étude portugaise, qui permettait de voir, on va dire, l'énergie consommée, le temps d'exécution consommé et la taille de la mémoire consommée pour un langage. Là, en fait, on voit différents trucs. On peut voir l'énergie finale consommée, le temps d'exécution, la mémoire. On voit que les langages de bas niveau s'en sortent vraiment très bien. Et c'est vrai. Par contre, en fait, c'est pas parce que C arrive en tête qu'on va tous se remettre à faire du C. Déjà parce qu'il n'y a pas d'objet et ça nous casserait les fesses. Et ensuite parce que du coup il faut apprendre un nouveau langage. Enfin, faire du Rust c'est bien, sauf qu'il faut aussi trouver des gens qui font du Rust. Il faut aussi faire des choses et il faut regarder aussi l'impact que ça a. Si vous devez changer toute la stack technique de votre entreprise, alors qu'au fait, l'impact il vous coûterait plus, on va dire, à apprendre tout un nouveau langage et à tout changer plutôt que de garder le langage sur lequel vous êtes, c'est un peu dommage. Sachant que ça, ce sont des métriques où, au fait, il y a des limitations sur cette étude, où, au fait, c'était juste un Hello World sur tous les langages, sachant que maintenant, il y a quand même des SDK par langage qui nous permettent d'avoir des choses qui sont beaucoup plus homogénéisées, donc il faut prendre cette étude avec des pincettes. Quand vous choisissez des langages, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez aussi choisir la complexité cyclomatique du langage. Donc voir les langages qui sont le moins complexes avant de choisir un langage qui émet du code qui va cramer vos CPU ou votre mémoire. Bref, repartir des fondamentaux. HTML, CSS, JS, SDK natif, HTTP et DNS, les headers, le cache, sécurité, perf, stockage local, la documentation de vos frameworks et de vos SDK et la documentation de vos langages. Vous remarquez que j'ai noté documentation souligné 2 fois parce que je pense qu'on ne lit pas assez la doc et que, mine de rien, tout est dans la doc. C'est assez rare d'avoir une doc où il n'y a pas tout dedans, surtout quand on est sur des langages ou surtout quand on est sur des frameworks. C'est plutôt bien foutu, c'est bien documenté, donc il faut déjà repartir des fondamentaux. HTML, c'est un fondamental. Je donne pas mal de formations à droite, à gauche, mais au fait, des gens qui disent que HTML c'est simple, j'en vois beaucoup, mais des gens qui ne savent pas coder en HTML, j'en vois encore plus. Donc, le HTML, mine de rien, c'est une base qui est sérieuse, et le HTML, c'est aussi du web sémantique qui aide à l'accessibilité. Donc le HTML, c'est pas juste un langage à mettre de côté, c'est vraiment aussi une base qui peut être solide quand vous faites du web. Mettre en place des pratiques responsables. Vous avez le WS3C, évidemment, qui a des choses sur SustaWeb, donc Sustainable Web. Vous connaissez le RGA, RGPD, RGS? Ouais. Référentiel global de l'aide à l'accessibilité, de la protection des données, ou GS pour la sécurité. Et du coup, vous avez aussi le RGOSN,
pour les référentiels généraux de l'éco-conception des services numériques. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été mis en place par la DINUM, donc c'est quand même un truc gouvernemental, donc c'est quand même à prendre en compte. Vous avez Opquest, que je recommande à mort. Si vous faites du web ou même des apps et que vous voulez, on va dire, comprendre toutes les petites problématiques, on va dire, de qualité que vous pouvez avoir sur le web, sur les données et sur tout le reste, il y a un bouquin à acheter, c'est celui-ci. Franchement, il est vraiment top. J'adore ce bouquin et vous avez toutes les pratiques aussi sur le web. Vous allez sur les bonnes pratiques et il y a plein de choses. Et le collectif Green IT aussi a fait l'éco-conception, les 115 bonnes pratiques d'éco-conception. Ça aussi, il y a un bouquin qui existe, mais vous avez aussi tout sous GitHub. Donc vous pouvez voir toutes les pratiques avec les exemples sous GitHub, donc n'hésitez pas à aller voir, sachant que vous pouvez aussi contribuer là-dessus. Des exemples, limiter les fonctionnalités non essentielles, on en a parlé, quantifier précisément le besoin aussi, favoriser un design simple, plus c'est complexe, plus il y a de code, et plus il y a de fonctionnalités, alors que en fait, les gens vont se perdre. Mettre en place un plan de fin de vie, limiter le nombre de requêtes HTTP aussi. Enfin, ça, c'était plutôt vrai avec HTTP 1. Depuis HTTP 2, 3, il y a un peu moins d'intérêt, mais c'est toujours bien d'avoir des limitations. Limiter le nombre de domaines servant les ressources. Ça reste toujours d'actualité. Redimensionner les images en dehors du navigateur. Donc, éviter de télécharger des images 4K pour l'afficher sur ça, sur votre site web. C'est déjà arrivé. Utilisez le chargement paresseux, évidemment, mais après avoir fait toutes vos optimes, s'il vous plaît. Ce serait cool. Vous avez n'utiliser que les portions indispensables des bibliothèques JS et CSS, mettre en cache les données calculées souvent utilisées, utiliser un cache HTTP, éviter d'effectuer des requêtes SQL à l'intérieur d'une boucle, adapter les vidéos au contexte de visualisation, utiliser des façades, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les façades, c'est le fait que vous avez un sorte de logo qui est une image, et quand vous cliquez dessus, vous lancez le player, donc vous n'avez pas à télécharger tout le player et le SDK qui va charger Vimeo, YouTube ou tout le reste, parce qu'ils ont vraiment du code qui est, je dirais pas dégueulasse, mais je dirais très lourd. Bref, conseil aussi, testez vos applications en mode dégradé. Vous pouvez le faire, que vous soyez des dev app ou dev web, vous pouvez brider le réseau, brider le CPU, et vous verrez que vous rigolerez moins quand vous lancerez vos applications. Pour info, il y a un challenge qui existe, c'est le 10 KB challenge, où le but du jeu, c'est de faire un site web en moins de 10 KB. J'ai refait mon site, mon précédent site faisait moins de 10 KB, mais il était tout moche. J'ai essayé de faire un truc à peu près potable, je suis à 11 KB, mais il manque plein d'optimes. Donc c'est faisable. C'est pas simple, mais c'est bien faisable et on peut avoir un truc pas trop moche. Et franchement, ça nous oblige à comprendre, à apprendre plein de bonnes pratiques, c'est plutôt chouette. Bref, Lord Kelvin, vous le connaissez ? C'est un physicien un peu connu qui a fait un peu le zéro absolu, Kelvin quoi. Il a dit un truc intéressant, c'est si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer. Au fait, sur le numérique, c'est exactement ça. Dire, j'ai fait une map, ça améliore ça, prouve-le. Prouve que tu as amélioré des choses, mais pas qu'en front, en back, sur l'infra, partout. Il y a énormément de choses qui nous permettent de le faire. Vous avez la console de dev, qui est un peu la console par défaut si vous faites du web. Franchement, je pense qu'on pourrait passer 2 jours à apprendre toutes les fonctionnalités qu'il y a sur la console de dev, tellement il y en a. C'est un outil de fou. On le sous-exploite parce que généralement on regarde le DOM, le network, mais franchement, ça fait vraiment le café. Donc si vous faites du web, passez du temps sur la console de dev, il y a plein de trucs à apprendre, c'est plutôt cool. PageSpeed, web.dev, c'est un site à connaître, évidemment, ça tourne sur Lighthouse, c'est un peu ce qui vous permet, on va dire, d'avoir les bonnes pratiques de web côté Google. La Search Console a ça. Ah, j'ai perdu. Allô ? Vous m'entendez encore ? Je crois que j'ai perdu... Pourtant, il est l'heure d'avoir la batterie. Je peux prendre le micro ? Vas-y. Yep. Allô ? Il est allumé, non ? 1, 2. 3, 4. Ah. Non. Si, c'est bon. Ah, mais c'est pas le... C'est bon. Pardon. Merci. PageSpeed, c'est vraiment un super outil. Il y a plein de trucs à voir dessus.
le tree map est plutôt cool. Vous voyez tout ce qui est en rouge ici, c'est tous les octets qui ne sont pas utilisés par les ressources JS qui sont téléchargées sur votre site, et ça c'est PageSpeed qui le fait. WebPageTest, c'est peut-être le coup de cœur. Franchement, il y a tout sur WebPageTest, c'est un truc de dingue aussi. Là, par exemple, c'est la request map. Vous voyez qu'il y a un petit script qui peut télécharger un peu la Terre entière. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a EcoIndex aussi en matière d'éco-conception, histoire de voir l'empreinte environnementale. Vous avez le validateur w3.org et vous avez énormément d'outils d'analyse statique et d'outils de profilage. Que vous soyez dev web, dev app, vous pouvez trouver des choses, c'est vraiment un truc de fou. Juste petit truc, une petite mise en perspective. Bon, en fait, optimiser le web, c'est vraiment cool et il faut qu'on le fasse. Franchement, c'est vraiment cool. Par contre, il faut aussi se rendre compte que, en fait, les deux trucs les plus gourmands, c'est la voiture et du coup l'alimentation. Donc éviter de manger un steak par semaine, des fois ça économise plus que réduire une fonction de notre côté. Donc voilà. Et autre mise en perspective, le web est ultra utile, mais par contre il n'est pas forcément indispensable. Je ne sais pas si vous connaissez. En plus ça tombe bien parce qu'en fait c'est l'Octobre Rose actuellement. L'Institut Marie Curie a sorti le projet CADOG, et le projet CADOG, c'est ce qui permet de détecter le cancer du sein. Et au fait, il y a des chiens qui permettent de mieux détecter actuellement le cancer du sein que les meilleurs IA qui sont sortis sur le marché. Donc le numérique, ok, mais c'est pas forcément ultra indispensable pour tout. Bref, tout le monde peut changer les choses. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Merci à toutes et à tous.